combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Il était une fois, vous deux. Une rencontre, un coup de cœur, une histoire comme on les aime, douce et légère. Des moments complices, des rêves échangés sous les étoiles et cette promesse implicite que l'amour serait facile, évident, presque magique. Et puis un jour, un bébé, petit miracle tant attendu, tellement désiré. Une nouvelle vie déposée entre vos mains comme un battement d'avenir, la preuve vivante de votre amour, la page suivante d'un conte de fées devenu réel. Ce qu'on ne vous avait pas raconté, c'est que ce conte de fées peut basculer après minuit, comme si le carrosse redevenait citrouille, sauf que cette fois, personne ne savait quoi faire des morceaux. Quand les lumières s'éteignent, quand les corps sont épuisés, quand le sommeil ne vient plus, et quand les cœurs, sans le vouloir, s'éloignent peu à peu. On ne vous avait pas dit qu'il y aurait ces nuits trop longues, ces disputes absurdes à cause d'une couche oubliée, d'un biberon mal préparé, ces larmes silencieuses dans une salle de bain, ces sensations douloureuses de solitude alors que vous êtes ensemble dans la même pièce, juste à quelques mètres l'un de l'autre, et pourtant si loin, comme si deux mondes cohabitaient sans se voir. Dans cet épisode, on va parler de cette période que peu de jeunes parents osent nommer, celle où le couple chancelle alors que l'amour est toujours là, celle où l'on doute, celle où l'on s'en veut, où l'on se perd. On va parler du revers du berceau, ce pli que personne ne montre sur la jolie couverture des premiers jours. Ce creux, ce silence, ce vertige de tout ce qui se joue en silence, psychologiquement, émotionnellement, sexuellement, quand un enfant arrive dans un couple, de ce que la société oublie de dire, des mécanismes inconscients qui éloignent, des blessures qui se réveillent et des moyens, pourtant, de se retrouver. Je t'emmènerai aussi au cœur d'un instant de thérapie dans l'histoire d'un couple qui un jour n'arrivait plus à se parler et qu'on a aidé à se réentendre. Et à la fin, je t'inviterai à vivre un exercice introspectif, un moment à part pour faire un pas vers l'autre ou peut-être un pas vers toi-même. Je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout, pas pour apprendre à faire mieux, mais pour comprendre ce qui se passe en toi et te rappeler que ce que tu ressens est légitime, que tu n'as rien à prouver et que parfois un peu de clarté suffit pour que l'amour retrouve sa place. On va prendre le temps de dire ce qu'on ne dit pas dans les livres pour futurs parents, le temps d'ouvrir doucement les coulisses de ce qu'on appelle la famille, le temps d'observer avec tendresse mais sans filtre
ce que l'amour traverse quand il devient parental. Parce que l'arrivée d'un enfant, c'est un tremblement de terre émotionnel. Et dans les secousses, chacun cherche à retrouver ses appuis. Mais comment faire quand on t'a promis que ce serait simple, quand tu pensais que l'amour allait tout arranger et que tu te retrouves face à un silence dans le lit, à une distance dans les regards, à une fatigue qui n'a pas de nom. On croit souvent qu'un bébé va rapprocher deux êtres qui s'aiment, comme si l'amour se propageait naturellement d'un cœur à l'autre, puis à un troisième, comme un feu de cheminée qui réchauffe la pièce entière sans qu'on ait besoin de l'alimenter. Comme si un enfant issu de l'amour s'était renforcé cet amour de base. C'est une croyance tenace, inscrite partout, dans les albums photos, dans les pubs, dans les récits familiaux. Une croyance douce et réconfortante, mais parfois profondément trompeuse. Parce qu'en réalité, l'arrivée d'un enfant ne soude pas nécessairement. Elle bouscule, elle déplace, elle révèle. Elle interrompt la danse amoureuse qu'on connaissait bien pour imposer un nouveau rythme effréné, imprévisible et souvent asymétrique. Et si on n'a pas le temps de réapprendre à danser ensemble, alors petit à petit, les pas ne s'accordent plus. Ce qu'on ne dit pas assez aux futurs et aux jeunes parents, c'est que ce bouleversement est normal. Et ce qu'on dit encore moins, c'est à quel point il peut être violent intérieurement. Tout change, l'agenda explose, le sommeil disparaît, le corps devient un territoire en chantier et l'amour, lui, devient silencieux. Il ne disparaît pas, mais il se fait discret. Il passe après les couches, après les coliques, après les réveils en sursaut et les lessives accumulées. Et dans ce après, beaucoup se perdent. Le couple, autrefois complice, fluide, aimant, devient un centre de logistique émotionnelle. On ne parle plus d'amour, on parle d'organisation. On ne se regarde plus, on se répartit les tâches. On n'anticipe plus les élans, on gère les urgences. Et dans ce tourbillon, un malentendu s'installe, un de ceux qui font mal sans faire de bruit. L'un peut penser « je ne suis plus une priorité », quand l'autre peut se dire « je fais de mon mieux, mais ce n'est jamais assez ». Et chacun de son côté commence à douter, à se sentir seul, à se demander « est-ce qu'on est encore un couple ou seulement des parents ?» Et ça, ce n'est pas anodin, parce que le mythe d'un enfant comme ciment amoureux peut se transformer en piège. Il fait croire que tout ira mieux, qu'un bébé arrangera ce qui vacille. Mais un enfant, ce n'est pas une réparation, c'est une tempête, merveilleuse, certes, mais exigeante. Et si le lien n'a pas d'ancrage solide avant l'ouragan, il peut dériver lentement, en silence, sans même qu'on s'en rende compte. Ce que je veux te dire ici, c'est que ce décalage entre rêve et réalité n'est pas un échec. Il n'y a pas de faute ni de manque d'amour. C'est un choc, un choc de réalité, de besoin, de rythme, de blessures anciennes qui se réveillent. Et c'est justement quand on se croit seul à vivre ça qu'on commence à se taire, à faire semblant, à tenir bon. Mais à l'intérieur, ça craque et parfois ça fissure. Dans la prochaine partie, on va poser les mots qu'on n'ose pas dire, les ressentis interdits, les pensées honteuses, les émotions taboues, celles qui font peur, mais qui ont besoin d'exister pour que quelque chose, peut-être, puisse se réparer. Parce que ce n'est pas l'amour qui manque, c'est l'espace pour qu'il puisse respirer. Et pour que l'amour circule à nouveau, il faut parfois ouvrir ce qui fait peur, dire l'indicible, regarder ce qu'on n'ose pas avouer, faire de la place à ces émotions qu'on garde enfermées parce qu'on croit qu'elles sont interdites. Mais elles sont là, bien là, et tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles nous tiennent à distance les uns des autres. Alors, je vais t'y emmener, là où ces émotions vivent en silence, là où tu ne vas presque jamais, mais que tu portes chaque jour et chaque nuit. Peut-être que ça t'est arrivé d'ailleurs cette nuit-là, de te lever sans vraiment savoir comment tu tiens encore debout, de traverser le couloir dans le noir, le corps vidé, les paupières lourdes,
de bercer un tout petit pendant que l'autre dort ou fait semblant de dormir d'ailleurs, et de sentir monter cette pensée-là, celle que tu repousses d'habitude. Je n'y arrive plus. Tu ne la prononces pas, tu la caches sous des gestes mécaniques, tu fais tout ce qu'il faut, encore, toujours, mais à l'intérieur, ça crie un peu. Et quand tu reviens te coucher, tu regardes l'autre, tu ne sais plus vraiment si tu veux qu'il ou elle te parle, te touche, te console ou juste qu'elle te laisse tranquille. Tu ne sais plus ce que tu ressens, tu sais juste que tu ne veux pas en parler maintenant parce que t'es fatigué, parce que t'as pas les mots, parce que tu ne veux pas blesser ni entendre que c'est bon, c'est pas si grave. Alors tu te tais, et peut-être que l'autre se tait aussi pour les mêmes raisons, et ce silence-là dans le lit, entre deux respirations lourdes, tu le connais peut-être, un silence tendu, chargé d'émotions qui n'arrivent plus à sortir. Est-ce que tu t'as déjà demandé pourquoi tu n'osais plus dire « j'ai besoin de toi » ? Pourquoi tu repousses les gestes tendres sans le vouloir ? Pourquoi tu ne sais plus comment te laisser approcher ni comment t'approcher de l'autre ? Et l'autre aussi peut-être se pose les mêmes questions dans sa bulle, dans ses doutes, dans ses propres résistances. Deux personnes qui s'aiment encore mais qui n'arrivent plus à se le montrer, pas parce qu'il n'y a plus rien, mais parce qu'il y a trop de fatigue, trop de pression, trop d'incompréhension et pas assez d'espace pour que l'amour puisse respirer. Et puis parfois, sans oser te l'avouer, tu sens une colère que tu ne comprends pas, une tension sourde contre ce petit être que tu aimes profondément, mais qui prend toute la place dans ta vie depuis quelque temps. Tout ce que tu n'as plus la force de donner à l'autre, tout ce qui te manque même à toi. J'ai presque envie maintenant de te prendre dans mes bras et de te dire « tu n'es pas seul ». Ce que tu ressens, c'est normal. Énormément de jeunes parents passent par là et ce n'est pas la preuve que quelque chose est en train de s'effondrer. C'est un signal, une alerte de ton cœur et de ton corps. Une invitation à regarder plus loin que la fatigue, plus profond que les disputes, plus vrai que les apparences. Parce que ce que tu vis là, c'est peut-être aussi ce qui a besoin d'être entendu depuis un moment, en toi et dans le lien à l'autre. Et si dans cette crise, quelque chose d'ancien cherchait à refaire surface, quelque chose qui ne demande qu'à être reconnu pour que tu puisses enfin retrouver ta place. Et ta place, ce n'est pas celle d'un parent parfait, ni celle d'un partenaire idéal, juste celle d'un être humain, sensible, aimant et débordé parfois. Et si ce qui s'effondre à deux venait aussi parler de ce qui s'est effondré bien avant, si la crise n'était pas uniquement celle du couple, mais celle d'une histoire plus ancienne, plus intime, une histoire qu'on ne voulait plus entendre, mais que l'enfant, sans le vouloir, vient réveiller. Celle qui se réveille quand on aime, celles qui prennent toute la place quand on est vulnérable, celles qui, si on les écoute avec soin, peuvent devenir des portes d'entrée vers une relation plus vraie. On croit souvent que c'est l'enfant qui crée la crise, mais l'enfant ne fait que la révéler. Il allume les lumières là où parfois on aurait voulu garder les volets fermés. Pas pour fuir, mais pour ne pas réveiller ce qui dort en nous depuis si longtemps. Parce que devenir parent, c'est aussi revenir, sans prévenir, là où on a soi-même été enfant. Avec nos blessures, nos manques, nos silences. Et tout ce qu'on croyait enfoui revient au galop, au moment même où on devrait être solide, disponible, à la hauteur. Alors non, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, ce n'est pas ce petit bébé merveilleux qui abîme le couple, c'est ce que sa présence vient réveiller. Et ça, Franck l'a compris un jeudi matin dans mon cabinet. Il était là, bras croisés, regard perdu et la voix un peu sèche. Il m'a dit « Je me sens à côté, inutile. Elle s'occupe de tout, elle m'en veut d'être trop calme, trop lent, mais je ne sais pas comment faire autrement. » Et puis il m'a confié cette phrase, celle que sa compagne lui avait dit la veille, à bout de souffle, au bord des larmes. « Tu ne fais rien de travers, mais tu ne fais rien tout court. »
Et en répétant ces mots, son visage a changé. Plus rien à voir avec l'homme adulte. Ses traits se sont tendus, sa gorge s'est nouée, et d'un coup, presque malgré lui, il a murmuré « C'est exactement ce que mon père me disait quand j'étais gamin ». Le silence s'est installé. Il a baissé les yeux et il a bien compris que cette phrase lancée dans l'air a tout éclairé. Il ne s'éloignait pas de sa compagne parce qu'il s'en fichait, il s'éloignait parce que quelque chose en lui se refermait, quelque chose de plus ancien, de plus profond, un vieux réflexe d'enfant pour ne pas déranger, pour ne pas être humilié, et ça, tu vois, c'est la mémoire émotionnelle. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une pensée, c'est une sensation qui t'envahit ici et maintenant et qui te fait réagir comme si tu y étais encore. Dans les liens les plus proches, on ne réagit pas seulement à l'autre, on réagit à ce que l'autre réveille en nous. Et l'enfant, lui, fait ça en grand. Il vient tout chambouler, pas parce qu'il est intrusif, mais parce qu'il nous oblige à revoir nos fondations. Alors parfois, ce que tu ressens, cette rage sourde, cette impuissance, cette solitude, ce n'est pas une réaction au présent, c'est un appel du passé, un écho. Et si tu t'y arrêtes un instant, tu verras que ce que tu dis à ton ou ta partenaire, ce que tu ressens dans ton corps, ce qui te fait peur, vient souvent de plus loin que cette chambre, que cette nuit blanche, que cette dispute. Ça vient d'un manque que tu n'as jamais su combler, d'une attente qui n'a jamais été rassurée, d'un amour que tu n'as jamais complètement reçu. Et c'est pour ça que ça déborde, parce qu'un enfant, parfois, ouvre sans le vouloir la porte de ce qui était resté enfermé. Mais si ça remonte, c'est peut-être que tu es prête à le voir enfin, à le comprendre, pas pour l'oublier, mais pour ne plus le subir. Ce que tu traverses n'est pas qu'un retour au passé, c'est aussi un appel à faire différemment, à choisir en conscience un nouveau mouvement, celui qui ne reproduit plus, celui qui ne fuit plus, mais celui qui transforme. Et c'est là que tout peut changer, en toi et dans le lien. Et tu n'as pas à le faire seul. Mais ce serait trop simple si ça ne dépendait que de toi, parce que ce que tu ressens ne vient pas seulement de ton histoire, il y a aussi tout ce qu'on t'a appris à être, tout ce qu'on t'a dit qu'un parent devait incarner, tout ce qu'on projette sur le couple, sur l'amour, sur cette famille idéale qu'on t'a vendue dès l'enfance. Et dans tout ça, il y a une pression que tu ne vois pas toujours, mais qui t'étouffe, qui t'écrase, qui te fait croire que tu n'es jamais assez bien. On va regarder ça ensemble, maintenant, doucement et sans jugement, juste pour comprendre ce qui t'enferme et qui peut-être ne t'appartient pas. On croit que ce qu'on vit dans le couple, c'est intime, personnel, sincère, mais c'est rarement neutre, parce que même dans la maison, dans le lit, dans le cœur, il y a les voix du dehors, celles qu'on n'entend plus consciemment, mais qui continuent de parler, celles qui nous disent comment on devrait être, comment on devrait s'aimer, comment on devrait tenir bon. Un couple heureux, complice, organisé, un bébé comblé, toujours souriant, et des parents présents, efficaces, unis, et au milieu, une image, une belle image, celle qu'on montre à Noël, à la maternité et sur Instagram. Mais à l'intérieur de l'image, il y a la réalité. Et la réalité, souvent, elle ne colle pas. On parle de cet instinct qu'un parent devrait avoir, mais on parle beaucoup moins de la solitude, de celui ou celle qui ne le ressent pas tout de suite, de celle qui se sent coupée d'elle-même, de celui qui n'ose pas dire qu'il a peur, de la honte de ne pas être à la hauteur. Élise m'a parlé de ça un jour en rendez-vous. C'était après un déjeuner chez ses beaux-parents. Elle m'a raconté qu'elle avait souri tout le long, qu'elle avait dit que tout allait bien, que le bébé dormait bien, qu'ils étaient heureux. Et qu'en sortant de chez eux, une fois montée dans la voiture, elle s'était mise à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Une colère étrange, sensible précise, une fatigue qui ne voulait plus se taire.
Elle a continué en me disant qu'elle faisait semblant depuis des semaines, même avec lui, même avec elle, et finalement peut-être que toi aussi tu connais ce moment où tu fais bonne figure, où tu joues ton rôle, où tu te répètes que c'est normal, que c'est ça être parent, mais à l'intérieur, ça fracasse, parce que quand on t'applaudit pour ton bébé, personne ne te demande comment va ton lien, comment va ton corps et comment va ton cœur. Et puis, il y a les regards, ceux de la famille, des amis, des réseaux, les conseils non sollicités, les comparaisons subtiles et les phrases qu'on entend depuis toujours. Ah ben nous, on n'avait pas besoin de tout ça. Ah, un enfant, c'est que du bonheur. Faut pas trop laisser passer, hein, sinon il va vous manipuler. Et sans t'en rendre compte, tu t'adaptes, tu te contorsionnes, tu fais comme si, et tu te demandes en silence pourquoi c'est aussi dur. Mais la vraie question, c'est peut-être à qui essayes-tu de ressembler? À quelle image est-ce que tu t'accroches? À quoi tu compares ton lien, ton couple, ton quotidien? Entends bien ces mots. Ce n'est pas toi qui dysfonctionne, c'est le modèle qu'on t'a vendu qui ne tient pas la route. Un modèle lisse, simplifié, sans crise, sans vide, sans heurts. Un modèle où l'amour suffit, où le bébé renforce. Un modèle où la fatigue ne doit pas se voir et où le doute n'a pas sa place. Mais la réalité, c'est que tu peux aimer et douter, être reconnaissant ou reconnaissante et dépasser, tenir et vaciller en même temps. Tu peux vivre une crise sans que ce soit la fin. Tu peux pleurer sans que ce soit un échec. Et tu as le droit, oui, tu as le droit de ne plus vouloir jouer ce rôle-là. Tu as le droit de dire je suis fatigué, je me sens seul et je ne sais plus quoi faire. Tu as le droit d'exister vraiment dans ce que tu ressens, parce qu'à force de porter ce qu'on t'a imposé, tu risques de passer à côté de ce que tu aurais pu vivre, à côté de l'intime, à côté du vrai et à côté de l'autre. Dans la suite, on va revenir dans le lien, dans ce lien à deux qui s'effiloche quand chacun vit une réalité différente parce que parfois ce n'est pas qu'on ne s'aime plus, c'est qu'on n'arrive plus à se rejoindre. Alors tu continues à faire bonne figure, à répondre aux attentes et à tenir pour deux parfois. Mais dans la maison, il n'y a pas que le monde extérieur, il y a l'autre, ta compagne, ton compagnon, ton coparent, et il ou elle vit aussi sa propre traversée, mais peut-être que tu ne la vois plus ou que tu ne la comprends plus parce que chacun dans ce lien vit une réalité différente. Et c'est là que la fracture s'ouvre, pas dans l'amour, mais dans l'incompréhension. Alors dans cette partie, on va plonger dans ce décalage invisible, celui qui sépare même les plus aimants quand chacun souffre sans pouvoir nommer la souffrance de l'autre. Vous êtes dans la même maison, parfois même dans la même pièce, et pourtant vous ne vivez plus dans le même monde. Chacun traverse quelque chose, mais ce ne sont pas les mêmes heures, ni les mêmes peurs, pas les mêmes douleurs, ni les mêmes mots pour les dire. On croit vivre la même tempête, mais on ne ressent pas les vagues de la même façon. L'un pense « je fais tout et pourtant je ne me sens pas vu », quand l'autre se dit « je ne sais même plus ce qu'il faut faire pour bien faire ». Ou encore, l'un se dit « je suis seul à porter » alors que l'autre pense « tu ne vois donc pas que je suis à bout moi aussi ». L'un espère une étreinte, un mot, une main, l'autre retient tout de peur de déranger. Et dans ce silence croisé, chacun attend quelque chose qui ne vient plus. Dans mon cabinet, je vois ça très souvent, des couples qui s'aiment vraiment, mais qui n'arrivent plus à se retrouver. Et parce que chacun croit que l'autre ne comprend pas. Et parfois c'est vrai, pas par indifférence, mais parce qu'on est trop plein de soi pour entendre l'autre. J'ai vu Marie et Franck assis l'un à côté de l'autre, face à moi, sur le canapé, chacun droit, silencieux. L'un vérifie son téléphone, l'autre regardait dehors. Pas de cris, pas de heurts, juste une distance qui s'était installée et une fatigue dans l'air, comme un voile sur le lien. Tu connais peut-être ce genre de moment où il n'y a plus d'explication, où tu ne sais même plus comment en parler.
Tu ressens quelque chose de lourd et tu sais plus si ça vient de toi, de l'autre ou de l'espace entre vous deux. C'est ça une crise à deux. C'est pas une guerre, c'est pas une séparation, mais une incompréhension qui s'étire, un éloignement qui ne dit pas son nom. Chacun souffre, mais chacun se croit seul dans sa souffrance et c'est là que le lien se fissure. Pas à cause du manque d'amour, mais à cause du manque de reconnaissance. On ne se dispute pas seulement pour les tâches ou les horaires, on se dispute parce qu'on ne se sent pas vu, parce qu'on ne se sent plus aimé comme on en aurait besoin et qu'on n'arrive plus à le dire autrement qu'en reproche. Alors si tu te reconnais dans ce flou-là, dans cette fracture sans bruit, dans ce sentiment d'être ensemble et pourtant seul, je veux que tu saches ceci. Ce que tu vis, ce n'est pas un désamour, c'est un décalage, une tempête à deux vitesses où chacun rame sans toujours voir l'autre. Et si ce n'était pas le lien qui s'abîme, mais les corps qui s'épuisent, trop fatigués pour se tendre la main, trop vidés pour encore se toucher sans se heurter. Peut-être que ce n'est pas le cœur qui s'est fermé, peut-être que c'est le corps, ce corps fatigué, tendu, sursollicité, ce corps qu'on oublie pendant des heures et qu'on aimerait retrouver sans savoir comment faire. Tu ne dors plus, tu ne manges plus vraiment, tu ne respires plus comme avant, et dans cette survie du quotidien, il y a quelque chose qui s'éteint. Pas l'amour, pas l'envie d'être deux, mais la capacité à se rejoindre. La fatigue te vole la tendresse, la tension rend chaque geste lourd, et parfois, même le désir se perd. Pas parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'il ne trouve plus d'espace pour naître. On va maintenant parler de ce que l'enfant vient révéler au creux du corps, ce que la science explique et que le lien éprouve, et ce que la sexualité traduit quand le corps devient le terrain d'une tempête invisible. Une tempête hormonale que toi, jeune maman, tu connais peut-être mal et que ta ou ton partenaire ne connaît sans doute pas du tout, parce qu'on ne vous a pas prévenu, parce qu'on ne vous a pas formé, et pourtant, elle est bien là. Elle s'installe sans bruit dans un corps qui vient d'accoucher. Elle bouleverse les rythmes, les désirs, les humeurs. Elle prend le relais de la grossesse sans te laisser de pause. Et pendant que le monde attend que tout redevienne comme avant, ton corps, lui, réagit à un tsunami intérieur. La chute brutale des estrogènes, l'explosion de la prolactine si tu allaites, l'alerte constante du cortisol et parfois l'absence d'ocytocine quand le stress chronique t'empêche de ressentir la tendresse. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une baisse de morale, c'est une transformation neurobiologique intense qui redéfinit tout. Ton sommeil, ta patience, ton appétit, ton désir, et c'est normal que ça ait des effets dans le couple. Peut-être que ton corps est encore douloureux, peut-être que ton périnée te brûle, peut-être que ton ventre est gonflé, que tes seins sont lourds et que ta fatigue dépasse tout ce que tu as connu jusqu'ici. Mais dans les yeux de l'autre, tu vois l'attente du retour, du corps d'avant, du désir d'avant. Et là, quelque chose se casse parce qu'il ne suffit pas d'aimer pour se comprendre, parce qu'on ne fait pas assez de place à ce corps transformé par la maternité. Ce corps, pendant des mois, a tout donné, et il donne encore du lait, du réconfort, de la vigilance, du portage, de la patience. Il donne sans relâche. Alors parfois, oui, il n'a plus rien à offrir dans l'intimité. Pas par rejet, mais par épuisement profond. Et dans l'autre corps, celui du ou de la partenaire, c'est souvent l'incompréhension, l'impression d'être tenu à distance, de ne plus compter alors que rien ne t'est reproché, mais que tout est devenu trop. Il faut le dire clairement. Le lien amoureux ne meurt pas avec un bébé, mais il traverse une zone de turbulence. Et si on ne parle pas du désir qui s'éteint, si on ne comprend pas ce que vit le corps après l'accouchement, on risque de croire que c'est le couple qui ne va plus. L'ocytocine, cette hormone de l'attachement, circule à flot dans le corps de la mère dès la grossesse. Elle crée un lien intense, fusionnel, biologique avec l'enfant. Un lien qui se renforce à chaque tétée, chaque regard, chaque bercement.
Mais le coparent, lui ou elle, ne reçoit pas ce bain hormonal. Il ou elle devient parent par l'expérience, par les gestes, les interactions, l'engagement progressif. Et dans ce décalage de temporalité, on peut vite croire qu'on ne vit pas la même histoire. Mais ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'asymétrie biologique et relationnelle. Et si personne ne vous l'explique, si on ne vous donne pas les clés pour comprendre ça ensemble, alors chacun reste seul dans son coin. Je le redis, il n'y a pas de désamour, c'est un passage exigeant, bouleversant, mais qui peut vraiment devenir fondateur si on ose se parler, se rejoindre et réinventer l'intimité à partir de ce qui est vrai. Évidemment que ce n'est pas facile de traverser tout ça, de voir son corps changer, de voir l'autre s'éloigner, de ne plus se reconnaître ni dans le miroir, ni dans le regard de celui ou celle qu'on aime. Mais ce n'est pas non plus une fatalité, ce n'est pas une impasse, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce que tu vis dans ton corps peut aussi devenir un tremplin. Alors regardons ensemble ce qu'il est encore possible de nourrir dans le lien. Pas comme avant, mais peut-être plus vrai qu'avant. Un lien qui ne passe plus par la performance ni par les attentes, mais par l'écoute, la tendresse et la lenteur. Un lien qui renaît dans les petits gestes, dans les silences pleins, dans les regards qui prennent le temps. Parce que l'intimité, ce n'est pas juste un acte, c'est une présence, un mouvement vers l'autre, même minuscule, un souffle plus lent quand il ou elle est là, une main posée entre deux silences. Et parfois, c'est là que tout peut recommencer, non pas dans le désir brûlant, mais dans cette tendresse un peu maladroite qui cherche à recoudre ce qui a craqué. Il y a des soirs où on ne se parle plus vraiment, mais où on se regarde un peu plus longtemps, où on ne sait pas par où commencer, alors on se glisse côte à côte sur le canapé sans rien dire. Et dans ce silence-là, quelque chose commence peut-être à se réparer. Pas parce que tout va bien, pas parce que tout est résolu, mais parce qu'on a choisi d'être là, encore, même quand c'est fragile. Lucie, en séance, les mains nouées sur ses genoux, souffle un peu fort et dit « Je voulais qu'on se retrouve comme avant. Je regardais les photos. Je me disais qu'on avait tout perdu, mais un jour, j'ai arrêté de chercher les preuves de ce qu'on n'était plus et j'ai vu qu'il restait autre chose. Un autre amour, moins flamboyant, mais plus enraciné, moins évident, mais plus vrai. » À côté d'elle, Julien avait la larme à l'œil. Pas de gros sanglots, mais juste les larmes d'un homme qui n'avait plus les mots. Il disait qu'il n'avait jamais osé parler, qu'il avait eu peur qu'on l'accuse et qu'en même temps, il se sentait coupable de ne pas avoir vu, pas avoir su, pas avoir pris sa place. C'est souvent ça, la thérapie d'accompagnement à la parentalité. Pas une suite d'exercices, pas un mode d'emploi, mais un endroit où les non-dits peuvent exister, où les rôles peuvent être redéfinis, où chacun peut enfin dire « je » sans avoir à se défendre. Et surtout, c'est un espace pour reconnaître que ce n'est pas la parentalité qui crée la crise. Elle la révèle, elle l'amplifie, elle met en lumière les tensions plus anciennes, plus profondes, souvent restées silencieuses jusque-là. Réparer le lien, ce n'est pas retourner en arrière, c'est traverser autrement, c'est remettre du sens là où il n'y avait plus que du devoir. C'est regarder l'autre, non pas comme il ou elle était avant, mais comme quelqu'un qui a changé, grandi, vieilli un peu même peut-être, et que tu choisis d'apprendre à aimer à nouveau. Pas avec des promesses, avec des gestes, avec des actes. Et parfois, c'est en thérapie qu'on ose reposer la main sur la sienne, qu'on laisse les larmes couler en même temps, qu'on entend enfin que l'autre aussi avait peur. Et là, il se passe quelque chose, un frémissement, une bascule, pas un miracle, mais une possibilité, et ça, c'est assez pour commencer. Commencer à changer parce que tu sens que c'est encore possible, mais parfois, malgré toute la bonne volonté, on continue à glisser sans comprendre pourquoi. Alors, avant de conclure cet épisode, on va nommer ensemble ce qui peut abîmer l'amour sans faire de bruit. Pas pour culpabiliser, mais pour éclairer ce qu'on fait sans en rendre compte
qui nous éloignent doucement de l'autre. Je sais bien que tu veux faire de ton mieux et c'est justement pour ça qu'on va parler des pièges dans lesquels tombent même les couples qui s'aiment. Pas par égoïsme, pas par désamour, mais parce que personne ne les avait nommés avant. Parfois, tu ne dis rien, tu crois protéger l'autre, tu ravales ton chagrin, ta colère, ta fatigue, tu ne veux pas ajouter du poids à ce qui est déjà lourd, alors tu te tais et tu espères qu'il ou elle comprendra quand même. Mais personne ne devine ce qui n'est pas dit, et à force de silence, le lien se tend, il ne se renforce pas. Alors si tu veux que l'autre t'entende, il faut que tu lui parles, pas seulement des couches de la logistique de qui fait quoi, mais de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce qui te manque. Et puis, il y a cette autre erreur. Croire qu'être ensemble dans la même pièce, c'est passer du temps ensemble. Mais entre 2 lessives, 3 bains et 1000 choses à faire, le couple s'efface derrière les rôles. On devient des coéquipiers, des intendants, des parents, mais pas toujours des amants, ni même des partenaires. Alors qu'on a besoin de ce lien-là, celui du couple, celui du nous, pas seulement pour survivre, mais pour se retrouver. J'ai envie de te parler aussi de ce piège moderne, se comparer. Tu ouvres ton téléphone et tu vois tous ces couples qui ont l'air de tout réussir. Des parents qui sourient, des maisons bien rangées, des bébés paisibles, des publications pleines de bonheur, de gratitude, et tu te demandes si toi t'as raté quelque chose, si chez toi c'est normal que ce soit aussi chaotique, aussi fatigué, aussi tendu. Mais dis-toi bien que ce que tu vois, ce n'est qu'une image, un instant figé et souvent filtré. Tu ne vois pas les cris d'avant la photo, tu ne vois pas les silences d'après, tu ne vois pas l'épuisement, les doutes, les désaccords, tu ne vois pas la vraie vie. Et la vraie vie, c'est celle que toi tu traverses aujourd'hui, avec tes maladresses, tes élans, ta complexité. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être précieuse. Alors si tu veux préserver ton lien, rappelle-toi que ce n'est pas en fuyant la vérité qu'on se rapproche, mais en osant la partager. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Pas pour tout réparer d'un coup, mais pour créer à deux un nouvel espace. Et pour créer ce nouvel espace, il faut parfois oser s'arrêter, prendre le temps de ressentir, d'écouter ce qui se dit en silence, d'approcher doucement de ce qu'on avait mis de côté. Alors, je te propose un moment, un espace rien qu'à toi, pour revenir à ce qui compte, pour te retrouver et peut-être retrouver l'autre là où le lien peut reprendre racine. J'ai appelé cet exercice « Retrouver son chemin vers l'autre », mais tu vas vite le sentir. On ne peut pas retrouver l'autre tant qu'on ne sait pas un peu retrouver soi-même, parce que parfois, c'est le tumulte en nous qui rend le lien flou. C'est la colère non dite, la fatigue accumulée, la tristesse sans nom qui nous coupe de ce qui, au fond, compte encore. Alors, je t'invite à ce moment suspendu, pas pour réfléchir à ce que l'autre aurait dû faire, mais pour revenir à toi, à ce que tu ressens, à ce que tu portes, à ce que tu n'as pas encore nommé. Ce n'est pas un exercice pour te juger, ni pour forcer une réconciliation. C'est un chemin intérieur, d'abord, pour t'apaiser, te parler avec un peu plus de douceur, ou peut-être redessiner un espace où l'autre pourra ensuite être invité. Pour cet exercice, tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Reste là où tu es, respire à ton rythme et laisse-toi guider pas après pas. Pose ton attention sur ton souffle. Tu n'as rien à changer. Observe juste l'air qui entre, l'air qui sort, le ventre qui se soulève puis s'abaisse. Rien à faire, juste être là. Et puis, observe ton corps. Y a-t-il des tensions, des crispations, une fatigue particulière?
Note-le intérieurement, sans jugement. Puis pose-toi doucement cette question. Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Tu n'as pas besoin d'avoir une réponse claire. Laisse les mots venir s'ils le veulent. Colère, tristesse, confusion, solitude, espoir. Accueille ce qui monte, même si c'est flou, même si ça te dérange. Tu n'es pas en train d'exagérer, tu es en train de t'écouter. Dans les derniers jours, peut-être même dans les dernières heures, il y a eu une phrase qui t'a traversé l'esprit. Une pensée douloureuse, une de celles qui piquent, qui tourne en boucle, qui s'impose sans que tu le veuilles. Essaie de l'attraper maintenant. Peut-être, je ne compte plus comme avant. Je suis seule dans cette galère. Il ou elle ne me comprend plus. Je fais tout et c'est jamais assez. Je ne suis plus la personne qu'il ou elle aime. Quelle est ta phrase? Quelle est la phrase à toi qui te fait mal? Laisse-la apparaître et regarde-la, pas comme une vérité, mais comme une interprétation. Une tentative de sens dans un moment difficile. Puis dis-toi doucement, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas tout ce que je suis, ce n'est pas la seule réalité. Maintenant, imagine que cette pensée appartient à un ou une amie très chère, quelqu'un que tu aimes profondément, quelqu'un d'épuisé, perdu, touché, en plein doute. Qu'est-ce que tu lui dirais? Prends cette pensée et reformule-la avec plus de tendresse, plus de nuances, plus d'humanité pour cette personne que tu aimes. Par exemple, je ne compte plus peut devenir j'ai besoin de me sentir reconnu et c'est normal. Je suis seule dans cette galère devient je porte beaucoup et j'ai besoin de soutien. Je ne suis plus la personne dont il ou elle est amoureux devient je change et peut-être qu'on peut s'aimer autrement à partir de maintenant. Trouve cette nouvelle phrase pour toi. Reprends ta phrase de départ et fais-en une plus bienveillante pour toi. Et sens ce que ça change, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ce que tu ressens ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ce que tu as traversé ne fait pas de toi quelqu'un de brisé. Tu as fait ce que tu as pu avec les moyens que tu avais dans un moment intense. Et peut-être qu'il est temps de te dire « Je me pardonne. Je me reconnais. Je veux continuer à avancer sans me battre contre moi-même. » Respire cette phrase. Ralentis un peu et laisse ton ventre se détendre. Tu n'as pas à tout réparer aujourd'hui, mais tu peux commencer par t'autoriser à exister autrement. Tu as pris le temps de revenir à toi. Tu t'es écouté. Tu t'es parlé autrement et peut-être, dans ce silence intérieur, que quelque chose s'est un peu apaisé. Alors maintenant,
je vais t'inviter à regarder l'autre. Pas en vrai, pas avec tes yeux, mais depuis l'espace en toi qui observe sans juger. Depuis cette part qui, malgré les blessures, a encore envie de comprendre, de rejoindre, de créer un pont. Alors inspire profondément, imagine l'autre là devant toi. Pas comme tu voudrais que il ou elle soit, ni comme il ou elle a été, mais comme il ou elle est aujourd'hui. Avec ses limites, ses silences, ses maladresses et peut-être ses propres douleurs qu'il ou elle ne sait pas nommer. Tu n'as pas à excuser, tu n'as pas à te forcer, mais pose-toi cette question doucement. Et si l'autre portait quelque chose qu'il ne sait pas dire? Et si son silence cachait une peur? Et si ses absences étaient aussi des tentatives de tenir debout? Laisse résonner ces questions sans chercher de réponse immédiate, juste pour créer un peu d'espace, un peu d'ouverture. Pas pour effacer ce que tu ressens, mais pour élargir le cadre. Et puis demande-toi, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire si je pouvais parler depuis un endroit calme? Un endroit où tu n'es plus dans le reproche, un endroit où tu parles pour te relier et pas pour te défendre. Peut-être que ce serait une phrase simple, une vérité nue comme « je me sens loin et j'aimerais qu'on se retrouve » ou encore « je n'ai pas su comment te parler mais j'ai envie d'essayer autrement ». Tu n'as pas besoin de le dire aujourd'hui, mais tu peux l'apporter en toi comme un message possible. Et enfin, pose-toi cette dernière question. Quel serait un geste, juste, petit, concret que je pourrais faire pour ouvrir la porte? Pas pour aller trop vite, pas pour forcer le lien, mais pour laisser une lumière allumée quelque part. Un message, un merci, un regard, un moment partagé sans téléphone, une main tendue sans explication, un geste sincère, pas spectaculaire mais vrai, et surtout un geste qui ne trahit pas, parce que pour retrouver l'autre, il ne faut pas s'abandonner soi, il faut marcher côte à côte et non pas s'effacer. À présent, respire profondément, laisse ton ventre se relâcher, tes épaules s'adoucir et ton cœur retrouver un peu de paix. Tu n'as rien à résoudre maintenant, juste à rester là en toi, dans cet espace un peu plus clair, un peu plus calme, où le lien peut doucement recommencer à respirer. Tu sais, ce que tu traverses ne dit pas que tu aimes mal. Ce n'est pas la preuve que ton couple s'effondre. C'est le signe que vous vivez quelque chose d'intense, d'inédit, de bouleversant. Un passage. On ne t'a pas appris à aimer au milieu des cris, à rester lié quand le sommeil s'en va, à désirer encore quand ton corps est épuisé, à dire j'ai besoin de toi sans avoir l'impression de faillir. Mais tout ce que tu ressens est légitime, même ce qui te fait peur, même ce que tu n'oses pas dire. Tu n'as rien raté, tu n'as pas échoué. Tu fais face à une tempête qu'énormément de jeunes parents traversent en silence. Et ce silence-là, je veux t'aider à le briser. Alors, inspire profondément, maintenant,
Laisse-les revenir comme un soupir qu'on retenait depuis trop longtemps. Ce n'est pas la fin, c'est un point de bascule. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un geste, d'un espace partagé pour que le lien recommence à circuler. Et si c'est trop difficile à faire seul, n'attends pas de t'épuiser pour demander de l'aide. Un ou une thérapeute peut t'accompagner à traverser, à remettre du sens, à retrouver ce qui, malgré tout, mérite encore d'être vécu à deux. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi et de l'avoir traversé avec moi jusqu'au bout. Tu viens peut-être de toucher quelque chose d'intime, de profond, quelque chose que tu n'osais plus vraiment regarder, et rien que ça, c'est déjà un pas immense vers toi, vers l'apaisement. Si cet épisode t'a parlé, si tu sens qu'il pourrait réconforter, éclairer ou soutenir quelqu'un que tu aimes, n'hésite pas à le partager parce que parfois, un seul mot peut changer un lien, un souffle peut réorienter tout un parcours. Tu trouveras en description de l'épisode le lien vers mon site internet et vers mes réseaux, pages Instagram et Facebook du podcast L'Alliance Thérapeutique, des espaces où je partage chaque semaine des clés, des réflexions et des rappels essentiels pour ne pas te perdre en chemin. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à découvrir mon guide « Je deviens émotionnellement autonome » disponible sur Amazon, un livre pratique, sensible, conçu pour t'aider à cheminer pas à pas vers une relation plus libre et plus apaisée à toi-même. Je te mets également le lien en description. Et puis, n'oublions pas ceci les amis, changer sa vie ce n'est pas toujours un grand bouleversement, parfois c'est une décision discrète, un mot qu'on ose, une porte qu'on ouvre, un regard différent, un rendez-vous avec soi. Et c'est aussi cela, la parentalité, transmettre des repères plus justes, ouvrir des espaces où les émotions ont droit de citer, élever des enfants sans s'oublier soi-même. Parce que ce podcast n'est pas seulement un outil, c'est un lien, une communauté sensible, lucide, engagée. Et si tu marches sur ce chemin, si toi aussi tu veux bâtir des relations plus vivantes, plus conscientes et plus libres, alors abonne-toi et rejoins-moi dans cette aventure. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance Thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle avec un nouveau sujet, de nouvelles clés, un nouveau pas vers toi. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.